Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est reparti pour un tour pour cette semaine. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile. Cette semaine commence bien ? Cette semaine commence très très bien. J'étais en train de regarder sur votre écran la Mike Tyson. J'ai adoré je ne sais pas si vous avez regardé le combat de boxe. Avec le rappeur. Ouais, c'est extraordinaire. C'est dingue. 65 ans retourné sur un ring. Je peux vous assurer que ça envoie du lourd. Après. Mais vous me permettez un petit intermède musical ? Vous pouvez. Oh bah c'est parti. Non, rien de rien. Vous savez pourquoi ? Bah non. Parce que le compositeur de cette chanson, Charles Dumont, est décédé cette nuit. Et c'était un immense compositeur. On avait eu le plaisir de l'avoir dans Les Vraies Voix il y a très longtemps. Un homme charmant, il avait 95 ans. Très sympa. Hein. Il était très sympa. Et rien que cette chanson, c'est Bien quand sûr. même un monument de la chanson. Laissez-vous 2 secondes. Rien de rien. Non, Je ne regrette pas. rien. Ouais, ben on ne sait pas si vous allez regretter ou pas La cette émission première dans un fois que je l'ai instant. entendu à 5 colonnes à la une quand Ouais. elle a chanté. Oh bah dites donc, Ouais. je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent Elle pas est Moins venue de à 60. Oui, c'est même ça, même de 70. Mais On était même pas nés. Quelle voix. Et Philippe, il était sympa tout en camon ou pas? Oui, oui, Ça va. mais il était tout en camion. Tout un camion. Très agréable. Non mais lui, tu sais qu'il relookait Cléopâtre en fait. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais- Hein. Elle avait un sacré nez. Hein. Oui, elle avait du pif. Oh, pas mal, elle est bonne. En tout cas, merci d'être avec nous et merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça, c'est sympa de l'entendre. Ce numéro 0826 300 300, bien entendu, avec nos vraies voix du jour qu'on vous présente dans un instant. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Des barrages filtrants, des feux de la colère, des manifestations devant les préfectures. Les agriculteurs rempilent contre le projet d'accord commercial entre l'Europe et les pays du Sud américain de Mercosur. Emmanuel Macron redit son opposition à ce traité, mais d'autres pays européens ignorent la position française. Alors parlons vrai. Est-ce que la signature de cet accord est inéluctable ? Comprenez-vous nos agriculteurs qui manifestent aujourd'hui ? Et à cette question, Mercosur, la France doit-elle aller au clash avec les autres pays européens ? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Jean Quatremer sera avec nous, journaliste à Libération et correspondant européen à Bruxelles. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 18h40. Le Kremlin accuse Joe Biden de jeter de l'huile sur le feu. Le président des États-Unis autorise l'Ukraine à utiliser des missiles américains longue portée vers les territoires russes. C'est la réponse de Washington au bombardement dévastateur de ce week-end en Ukraine et à l'arrivée de soldats nord-coréens en soutien des troupes russes. Alors parlons vrai. Est-ce que cette décision de Joe Biden est réfléchie ? Craignez-vous des conséquences lourdes au cas où des missiles US tirés depuis l'Ukraine frapperaient la Russie en profondeur ? Et à cette question, frappe russe, missiles américains, sommes-nous dans une escalade incontrôlable ? Vous dites oui à 73%. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Jean-Baptiste Noé sera avec nous, rédacteur en chef de la revue Conflit. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et nos vraies voix du jour, et on commence par notre ami pénaliste. Loïc Guérin est avec nous puisqu'il est assis à côté de Françoise Degois. C'est pour ça qu'il faut toujours un Franchement, pénaliste. on commence à prendre une habitude détestable. Excusez-moi, en général, les pénalistes sont assis à côté des voyous. Hein. Oui, alors, tu sais, on a le procureur en Je vous face. rappelle qu'il est assis à côté de vous, Philippe. C'est vrai aussi. Donc, il y a les deux, il y a les deux racailles pyrénéennes défendues par Loïc Guérin face au procureur, bien sûr, et au parti civil. Oui, c'est vrai. Et Cécile de Ménibus, parti civil, bien sûr. Je sais pas ce qu'on a fait. siège. Nous, Voilà, c'est pas. harcèlement moral, non tout je cas, pense. Le siège de la balance. Hein. François, je suis désolée, mais c'est Philippe qui est habillé en gendarme, c'est pas vous. Elle est en bleu aussi. Hein. En tout cas, Philippe Bilger est avec nous, bien entendu. Bonsoir, mon cher Philippe. Bonsoir, ma chère Cécile, même en deuxième. Oh. Non, mais vous C'est pouvez, insupportable. non, mais vous pouvez pas changer les choses comme ça, Cécile, c'est pas possible. C'est vrai qu'en général, Bah, on non, parle le premier. Non, on vous est, savez quoi on est vaniteux, on reste pour la vie. Non, mais vous savez, faut pas ronronner dans la vie, il faut changer les habitudes. Il y a à partir d'un. Bonjour Philippe Bilger, comment ça va? Oui, ça va, j'ai passé un beau week-end. Voilà, c'est bon, ça fait 2 ans qu'on fait ça. Mon pauvre vieux, c'est vous qui êtes la victime collatérale Ah ouais, des non. humeurs de Cécile. Ouais, Oui, c'est ça. mais mon Ah, Dieu, mon pauvre petit chat. bizarrement, je l'apprécie tout de même. Je vous en aurai deux la semaine prochaine. Allez, 0826 300 300, Jérôme qui nous appelle de Saint-Giron en Ariège. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Jérôme? Bonsoir les vraies voix. Salut. Ça va très bien. Vous vouliez revenir sur la non-revalorisation de la politique d'agriculture commune?
Oui, exactement, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du Mercosur actuellement, mais moi je pense que c'est plus une goutte d'eau qui fait déborder le vase, dans la mesure où effectivement c'est un obstacle supplémentaire. Mais quand on voit les difficultés du monde agricole, on est complètement exsangue. Comment on fait-on face aux aléas climatiques, par exemple, auxquels on est confronté, aux aléas sanitaires, aux difficultés, à l'inflation, voilà. Comment on fait face alors qu'on n'a plus les moyens de pouvoir lutter. Donc je pense qu'il faut revaloriser les aides européennes. Si vraiment on veut sauver l'agriculture, eh bien, nos dirigeants, l'Europe, doit agir et aider les agriculteurs. C'est le seul levier qui est pour l'instant. Alors on nous a parlé, on a fait en France les lois Egalim, on en a fait 3, et là on parle d'en faire le 4e. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut se poser les bonnes questions. Et le nerf de la guerre, c'est donner des marges de manœuvre, et notamment un peu d'argent pour pouvoir faire face à toutes les difficultés que nous rencontrons. Ouais. Ce que j'apprécie dans le propos de notre auditeur, c'est qu'il montre que le Mercosur, je n'ai pas le talent de Philippe là-dessus, n'est pas le seul problème des agriculteurs. Exactement. Ouais, Ouais, absolument. C'est vrai, hein, Jérôme, ce que vous dites. Rapidement, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Parce qu'il y a eu le CETA, parce qu'il y a eu plein de traités de libre-échange, et parce que toujours l'agriculture est en permanence mélangée avec les machines-outils et les bagnoles, et que ça va plus, quoi. Pas du tout. Avec des règles qui en plus sont à contenu variable. Attention le micro. Alors, on s'impose à nous-mêmes des règles que les autres ne nous imposent pas. Absolument. Donc forcément avec un désavantage concurrentiel majeur. En tout cas, avec les sujets du jour, on est très content de vous avoir avec nous. Vous restez avec nous, tout va bien ? Vous êtes là ? Bon, voilà. Et ben Oui, je suis là. Eh ben, on vous garde pour le qui c'est qui l'a dit. Là, il y a de la concurrence. Hein. Ouais, là, il y a de la concurrence. Et qui est déloyal et aussi. Mercosur ou pas Mercosur, faut l'assurer que le qui c'est qui l'a dit, on va vous l'envoyer. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le réquisitoire du procureur, de notre procureur favori. Je veux aborder le problème de Joe Biden, mais autrement. D'accord. Psychologiquement. Très bien. Eh ben, on va en D'une parler. manière extrêmement profonde par définition. Voilà. Philippe Bilger qui veut descendre profondément chez Biden. Bon, enfin, bref, on en parle dans un instant. Chacun son truc. Oui, on fait une petite pause. Je vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on vous souhaite la bienvenue autour de cette table. Philippe Bilger en Prums. En deuze, vous essayez de vous Françoise racheter. Degois. Moi, je suis toujours en deux. Ça me fait plaisir, ma chère Cécile. Les affaires reprennent, comme on dit. Et Loïc Guerre, pénaliste en troise. On dit troise? Je sais Non, pas. on dit Oui, pas. c'est Bah, vous savez Autant quoi que deux, j'imagine. Voilà. De toute façon. Et après, c'est Cads. Et en Et moi, case, je suis toujours en Philippe deuze. David. Cads et après, on 5. Mais jamais, Et Cécile de Ménibus en 5. jamais on ne commencera une émission en disant bonsoir Françoise Degois. C'est quand même incroyable. On m'évite, il y a un truc sur moi là dans cette émission, je supporte pas en fait. Non, moi, Mais moi, comme vous je prenez vous aime, beaucoup de Françoise. place Ouais, après, c'est ça, bien sûr. Je chronomètre toutes les interventions, donc c'est pas la peine de faire, faire du feeling, du ressenti. Faites chronométrer Eh ben oui, vous allez voir acceptez les conclusions. Et vous êtes long comme un jour sans pain. Mais je sais bien, vous allez voir. Je vous défie Alors, de trouver une émission où je suis plus long que vous. Ah bah, je vous assure que dans les Philippe introductions. Bilger, plus long, en quel sens? Je pense que vous êtes plus long. De point de vue monologue. Ah, d'accord, là. ok. Non mais Et soyons par clairs. rapport à Philippe David, je suis infirme. Bah ouais. C'est beau, par moment, vous avez des éclairs de réalisme. Mais qu'est-ce qui vous arrive C'est incroyable. Ça va. Incroyable. Allez, on vous souhaite la bienvenue dans un instant. Non mais n'importe quoi. Sérieux? Non mais sérieux, les mais amis. on va pas Allez. finir cette émission. Mais il non, est- je vous le dis tout de suite. Non, si, il faudra bien. Les trois mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu qui est avec nous. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout De le quoi monde. parle-t-on dans un instant? Du retour de la mobilisation agricole de la Finlande et de la Suède qui impriment des brochures et ouvrent un site web pour préparer leurs habitants au risque de guerre avec la Russie. Et puis de Charles Dumont, le compositeur de Je ne regrette rien qui nous quitte, et de Michel Polnareff qui lui repart en tournée avec un single au titre évocateur. Vous allez entendre ça. En 3 mots, ça donne tracteur, guerre et tube. On en parle dans un instant. En attendant, c'est la voix pour le procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Votre réquisitoire repose sur la décision de Joe Biden d'autoriser la frappe des villes russes avec des missiles américains.
Oui, alors bien sûr, mon explication est psychologique et évidemment je ne la surestime pas par rapport à ce qu'a dit Joe Biden lui-même en disant que c'était une riposte à la présence de troupes nord-coréennes et aux dégâts terrifiants qu'a occasionné récemment Poutine. Mais je me demande aussi si de la part de Joe Biden, ça n'était pas une manière peut-être de rendre plus difficile les volontés qu'on prête à Donald Trump d'être plus indulgent à l'égard de Poutine et de créer presque un processus irréversible qui interdirait au prochain président d'être aussi plein de mansuétude qu'on l'imagine à l'égard de Poutine. C'est intéressant ce que vous dites, Philippe. Moi, je ne sais pas. En tout cas, je pense que personne dans l'administration Biden ne veut d'une paix russe. C'est-à-dire que si Donald Trump négocie avec Vladimir Poutine, c'est forcément quelque chose qui ressemblera à une paix russe ou en tout cas aux conditions de la Russie. Donc, je comprends le positionnement. Biden, il est très cohérent avec lui-même. Après, il est encore président jusqu'en janvier. Ouais. On peut l'accuser de tous les maux. La réalité, c'est qu'il est en cohérence avec tout ce que les États-Unis font depuis 2 ans pour l'Ukraine. En cohérence soit, mais une fois encore, alors moi je suis en accord évidemment avec l'autorisation. C'est même étonnant qu'il ait besoin de donner l'autorisation, parce qu'en gros ça veut dire je vous arme, mais soyez pas trop méchants avec, les utiliser là où. C'est obligatoire dans les ventes d'armes internationales, hein, tu sais. Ça je sais, mais donc, néanmoins c'est obligatoire, mais ça peut être fait sans avoir à être dit. Et encore moins en matière de stratégie militaire. En matière de stratégie militaire, on n'annonce pas avant ce qu'on va faire après. On fait l'inverse. On autorise, on tape et ensuite on dit qu'on a autorisé. C'est ce que la France a fait avec les Scalp ou les autres missiles livrés. On n'a pas annoncé la livraison. C'est une fois que les Russes se les prennent sur le nez qu'on annonce qu'on les a livrés. Le faire à l'inverse donne à la stratégie russe. Mais c'est gravissime. C'est-à-dire que les Russes sont pas fous. Ils savent maintenant que la ligne de départage et de risque va être reculée de 50 ou 100 km et vont reculer leur stock d'armes un peu plus loin, ce qui est une imbécilité profonde. On va en parler, je pense que c'est vraiment pour éviter une frappe sur Moscou, tout simplement. On a un sujet dessus. Allez, vous restez avec nous tout de suite. Merci beaucoup Philippe Bilger. Les 3 mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont tracteurs, guerre et tubes. Le retour des tracteurs, des actions de colère et d'inquiétude sur environ 80 points de mobilisation. Les agriculteurs s'inquiètent de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et Mercosur. La Suède imprime 5 millions de brochures pour préparer ses habitants à l'éventualité d'une guerre avec la Russie. La Finlande ouvre un site web avec un objectif similaire sur fond d'escalade en Ukraine. Et puis non, je ne regrette rien. Charles Dumont, compositeur de la célèbre chanson d'Edith Piaf, vient de s'éteindre à l'âge de 95 ans. Pendant ce temps, Michel Polnareff rempile avec ce qu'il appelle sa derrière tournée et un single intitulé Sex etc. Tout un programme. Les vraies voix Sud Radio. France, veux-tu encore de tes paysans? Question en forme de cri de détresse à travers la France pour ce nouvel acte de colère agricole. Environ 80 points de mobilisation et une inquiétude, la possible signature imminente de l'accord de libre-échange entre Union européenne et pays latino-américains du Mercosur. Emmanuel Macron dit plaider contre, y compris depuis l'Argentine où il a rencontré le président Milei. Pas de quoi beaucoup les rassurer, hein, les agriculteurs. Sous les remparts d'Avignon, ils ont déversé des ballots de paille, des déchets à la préfecture. Et ce n'est qu'un début, prévient Sylvain Bernard, le secrétaire général de la FNSEA du Vaucluse. Au-delà du bel effet d'annonce qu'on a eu sur une pile de paille dans une cour de ferme l'année dernière, avec des promesses, aujourd'hui, en acte, il n'y a rien de suffisant pour améliorer nos revenus, nos conditions. Il y a un ras-le-bol, vous voyez, là, même entre nous, il y a certains qui voudraient que ça aille plus loin dans les mouvements. Au bout d'un moment, nos politiques vont nous obliger à envoyer notre message. C'est-à-dire que là, on est venu gentiment, on a fait une opération qui est quand même fait pas de gêne et de dégradation majeure. Si les actes n'arrivent pas rapidement, on va devenir méchants, bêtes et méchants comme les gens le sont en face de nous. C'est-à-dire nos politiques, je parle, attention. Au bout d'un moment, il va falloir vraiment qu'ils comprennent que les mots, ça va 5 minutes, mais nous faire avaler des couleuvres, ça marche plus. Sylvain Bernard de la FNSEA au micro Sud Radio de Lionel Maillet à Avignon. Reportage complet d'ailleurs à retrouver demain dans les journaux du Grand Matin Sud Radio. C'est vrai que Philippe Bilger et vous tous, à part le GNR, rien n'a été fait de ce qu'avait annoncé. Il est dur, notre Sylvain, mais il a raison. Les bottes de paille, vous vous souvenez, c'est la communication intense de Gabriel Attal au plus fort de la crise, avec je fais mes annonces dans une grange avec mes mocassins cirés. Enfin, sérieusement. Non, vraiment, ils sont oubliés. Je comprends qu'ils sont en colère, en fait. Vous la comprenez, la colère des agriculteurs? Je suis même étonné que ça n'ait pas bougé avant. Et puis, franchement, oui, bien sûr. Ils ont de la patience. Ils ont été patients, mais beaucoup de Français sont comme eux, ont été un peu trop patients, peut-être même.
qu'on a un peu trop été baladé pendant des années par des promesses, de la communication, et derrière la communication, il n'y a strictement rien. On va pas revenir sur le Mercosur, mais enfin, c'est amusant de voir le gouvernement rétropédaler et dire, on va résister, on va essayer de contraindre l'Europe. Le Mercosur, il s'est fait avec l'accord de la France. On a contribué jusque-là, nos diplomates ont contribué à discuter. Donc on ne fasse pas les filles de l'air, on découvre à la fin que finalement, on saute dans le bouillon. Oui. On va en reparler tout à l'heure. Le deuxième mot, c'est guerre. La Suède et la Finlande qui encouragent leurs habitants à se préparer au cas où ça dégénérerait avec la Russie. Oui, après un week-end de bombardements dévastateurs en Ukraine, notamment sur les infrastructures électriques, eh bien l'administration Biden autorise donc l'Ukraine à utiliser des missiles longue portée de fabrication américaine, plus de 300 km vers le sol russe. Dans ce contexte, la Suède a donc décidé d'envoyer 5 millions de brochures à ses habitants pour les encourager à se préparer face à l'éventualité, la possibilité d'une guerre avec la Russie. La Finlande, de son côté, en fait de même en ouvrant un site web avec des conseils de préparation similaires. On rappelle que ces deux pays avaient rompu avec des décennies de neutralité en intégrant l'OTAN suite à l'invasion russe de l'Ukraine, justement en 2022. Et puis ils ont une expérience, la Finlande, la guerre soviético-finlandaise. Excellent roman d'ailleurs d'Olivier Norek. Justement, Françoise, je viens de le terminer. Il est magnifique. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre avec Simo, qui est ce tireur d'élite, il faut quand même le dire, qui a sauvé la Finlande, parce que Simo, il est capable de tirer à 459 mètres et de faire mouche. On l'appelait la mort blanche, et il a créé une terreur dans les troupes soviétiques qui ont reculé dans un si petit pays. Non mais vraiment. C'est quand même exceptionnel. Ce qui est assez amusant, c'est que l'Europe de l'Ouest devrait, on est un peu loin et on se croit protégé, mais on devrait écouter fortement les pays de l'Est qui, eux, ont expérimenté l'occupation soviétique et puis la menace russe actuelle. Il faudrait les écouter. Les Polonais s'arment, s'équipent, les Finlandais, les Suédois, les Roumains aussi, sont tous des pays qui ont en face d'eux la réelle menace. Il faut qu'on arrête de se regarder le nombril chez nous. Il va falloir se sortir les mains des poches, au vrai sens du terme, comme au sens figuré, et qu'on soutienne une bonne fois pour toute l'Ukraine. Qu'on compte pas sur les Américains ou sur les autres. De toute façon, le vent va tourner en janvier. Donc, voilà. Troisième mot, Philippe. Tube. Le compositeur Charles Dumont vient de nous quitter. Il avait composé pour Barbara Streisand et Dalida, mais un tube pour Edith Piaf a marqué un tournant majeur dans sa carrière et dans sa vie. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, composé pour Edith Piaf en 1960. La chanson qui l'a fait entrer dans la légende est désormais dans la postérité. Tube planétaire, Charles Dumont s'éteint à l'âge de 95 ans à Paris. Et puis d'autres chansons aussi qu'il avait écrites. Je pense qu'il avait interprété une chanson qui avait été un tube à la fin des années 70 et une chanson que je trouve fabuleuse, Ta cigarette après l'amour. On pourrait plus la faire avec les ligues anti-tabac. Vous, c'était après l'amour. La cigarette, je sais pas. Mais le problème de Charles Dumont, c'est qu'il chantait très mal, mais il avait une très belle voix. Je veux dire par là qu'il ne chantait pas bien, mais il avait une belle voix au naturel. Mais enfin, la merveille qui est Edith Piaf, qui est capable d'interpréter ses auteurs, Georges Moustaki notamment, fabuleux. Et bien sûr Charles Dumont. Moi, je sais pas, mais à chaque fois, malheureusement, je pense à Charles Dumont, mais c'est un génie. Mais l'interprétation, vraiment, on voit Piaf dans sa robe noire. Je la vois au Madison Square Garden, une de ses dernières tournées, et c'est sublime. En fait. Un mot sur Charles Dumont. Alors sur lui, mais surtout sur la chanson et la voix qu'on vient d'entendre, ça fait encore frissonner tellement d'années après, c'est hallucinant. Et il était né à Cahors, ville de personnages illustres. Oui, vous êtes né à Cahors, c'est ça? Comment vous avez deviné? Comme on parle de musique, une autre légende repart en tournée. Michel Polnareff l'assure, à 80 ans, c'est sa dernière tournée, enfin à une lettre près, puisque ça s'appelle Ma derrière tournée. Derrière, c'est pas un lapsus, c'est une référence à sa célèbre affiche de 1972. Je suis un homme, et de là-haut sur mon padium, j'éblouirai le tout Paris de mon anatomie. Voilà, la derrière tournée de Michel Polnareff passera notamment par l'Accor Arena le 14 juin. Il annonce aussi un single intitulé donc Sexcetera. Voilà. Et vous vous souvenez de cette pochette d'album qui a fait tant hurler la France. J'essaierai de vous faire un cadeau de Noël. Non mais quel étrange personnage, Polnareff. C'est la dernière fois, parce que quand vous écoutez le bal d'Hélas par exemple, ça vous donne envie de pleurer. Je serai pendu demain matin. Et en même temps, je n'ai jamais réussi
aussi, je ne sais pas vous, mais à éprouver de la sympathie pour cet homme. C'est vraiment très, très étrange. On aime Michel Berger, on l'aime Jean-Jacques Goldman et on l'aime d'amour. Paul Naref, il est incontestablement un génie de l'écriture et de la mélodie, mais moi j'ai jamais réussi à l'aimer, en fait, au point d'aller voir un concert. Moi je l'aime bien. Je trouve que la transition est excellente avec le premier thème. Il essaie d'être vert lui aussi, c'est ça? Ah, il est bien. Ah, il est bien, il s'y met, le gars. Loïc, c'est pas un débutant. Non, mais là, il s'y met. Il se lâche, c'est bien. Ouais. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Félix Avec Mathieu. plaisir, Dans un instant, retour sur cette mobilisation des agriculteurs contre l'accord du Mercosur. Barrage, manifestation. La position de la France fait-elle poids face à ce traité? Alors parlons vrai. Est-ce que la signature de cet accord est inéluctable? Comprenez-vous nos agriculteurs qui manifestent aujourd'hui à cette question? Mercosur, la France doit-elle aller au clash avec les autres pays européens? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et avec nous pour en parler, Jean Quatremer est avec nous, journaliste à Libération, correspondant européen à Bruxelles. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quand même un des plus beaux noms du journalisme français. Jean Quatremer, honnêtement, j'aurais adoré m'appeler Françoise Quatremer ou Quatremer. Et avant de poser la question, comment s'appelle ce chat qui était sur vos genoux il y a quelques instants? Je vais vous présenter, il s'appelle César. César. Très bien, et César, on l'embrasse. Petite question rapide et réponse rapide en matière de négociation. Est-ce que la France est devenue un tout petit pays? La question est vite répondue, non. On en parle dans un instant et avec le chat. Jean Quatremer sera avec nous dans un instant. Il se sera appelé Félix, alors là. Tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, on vous souhaite la bienvenue. Pourtant, ça semblait facile à dire. C'était pas. Visiblement pas. J'aime bien rajouter une lettre comme ça de temps en temps. Voilà. Vous laissez celle que vous voulez, vous prenez celle que vous voulez. Peu importe. Enfin bref, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et j'allais dire Benoît Perrin. Non, Loïc Guérin. Loïc Guérin. Ça n'a rien à voir. Il manque plusieurs mots, plusieurs lettres. Oui. C'est le problème, c'est la mémoire chez les blondes. Benoît, il existe vraiment Benoît Perrin. Oui. Ah bah oui, il vient dans les vraies voix. Non, ça, il y a de la mémoire. Il y a de la fiscalité qui vous distingue. Oui, c'est ça. Et Philippe David, bien entendu. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Le grand débat du jour. La signature de l'accord du Mercosur, c'est la fin de l'élevage français et européen. La fin. C'est terminé. Donc en 6 mois, il disparaît. La France, aujourd'hui, ne signerait pas en l'état ce traité Mercosur. Nous ne croyons pas au préaccord tel qu'il a été négocié. On a vraiment l'intention de faire du bruit. On va bien sûr se diriger vers les préfectures, en tracteur, un peu partout en France. Nous ne pouvons pas demander à nos agriculteurs de changer leurs pratiques, de se passer de certains produits phytosanitaires et en même temps d'ouvrir notre marché à des importations massives de produits qui ne respecteraient pas les mêmes critères. Et il faut absolument qu'Emmanuel Macron nous entende. Il ne s'agit pas qu'il prenne simplement la parole sur le tarmac. Il faut qu'il utilise son droit de veto. Et des barrages filtrants, des feux de la colère, des manifestations devant les préfectures. Les agriculteurs empilent contre le projet d'accord commercial entre l'Europe et les pays sud-américains du Mercosur. Emmanuel Macron redit son opposition à ce traité, mais d'autres pays européens ignorent la position française. Alors parlons vrai, est-ce un symbole de la perte d'influence de la France en Europe? Est-ce que cette perte d'influence a pour conséquence un isolement qui l'empêche de constituer une minorité de blocage? Et à cette question, Mercosur, la France doit-elle aller au clash avec les autres pays européens? Vous dites à 95%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et avec nous pour en parler, Jean Quatremer, journaliste à Libération et correspondant européen à Bruxelles. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger. J'ai scrupule à proférer des banalités devant un spécialiste de l'Europe, mais en réalité, d'abord, je suis frappé de voir une réaction pugnace, mais qui me semble tardive, de la part d'un président qui a été peu interventionniste à Bruxelles sur ce terrain-là. Deuxième élément, j'ai cru comprendre que la position française et le président qui l'incarne commençaient sérieusement
sérieusement à exaspérer les partenaires qui n'ont qu'une envie, c'est de signer ce traité parce qu'à tort ou à raison, ils considèrent qu'ils y trouvent un avantage. Donc un clash semble souhaité, notamment par nos auditeurs, mais je vois mal, en dehors d'une sorte de tentative désespérée de montrer qu'on est contre, qu'est-ce qui peut aboutir de positif, malheureusement, pour les paysans français. Françoise. Moi, je suis pas d'accord du tout avec vous, Philippe. Je pense que la diplomatie française s'agite et en tout cas travaille. Et je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron et ses Sherpas européens et internationaux n'aient pas réussi à rassembler la minorité nécessaire. Il faut 45% à peu près de la population. Je ne sais plus, Jean nous rendra les chiffres, mais je crois que la Pologne, a priori, a été embarquée. Je pense que l'Élysée travaillait sur l'Autriche également, non, les Pays-Bas. Et les Pays-Bas, oui, et que je ne suis pas certaine qu'on n'assiste pas justement à un renversement total de la table avec un Emmanuel Macron qui aurait là, à mon avis, une victoire politique très puissante en annonçant « nous avons la minorité de blocage et nous bloquons ». Je ne préjuge de rien. Ce que j'ai, moi, dans les tuyaux diplomatiques, c'est qu'en tout cas, ce scénario-là n'est pas un scénario qui est à foutre à la poubelle ce soir. Loïc Guérin. Alors, ce qui m'exaspère, c'est que j'ai l'impression d'une redite. Vous vous souvenez que Hollande faisait mine de découvrir, au moment où ça clashait un peu, qu'il y avait un accord de libre-échange qui était en phase d'être signé par la France, avec l'Europe et le Canada. Et il avait pris une posture, il avait pris une posture tout à coup de découverte en disant je resterai vigilant. Il avait sorti une phrase qui avait essayé de calmer un peu l'opinion publique, qui évidemment était plutôt hostile. J'ai un peu l'impression d'une redite, c'est-à-dire que quand ça sort, on finit par s'agiter dans la classe politique, mais qu'en réalité, quand on retourne aux bonnes petites affaires, on se moque royalement de l'intérêt national et que la souveraineté passe à la corbeille en temps normal. Jean Quatremer, vous êtes journaliste à Libération, correspondant européen à Bruxelles. Vu notre question, la France doit-elle aller au clash avec les autres pays européens? J'ai envie de vous poser la question suivante. Michel Audiard disait, quand les hommes de 120 kilos parlent à ceux de 40 ont une sérieuse tendance à les écouter. Quel est le poids de la France aujourd'hui en Europe? Et est-ce que les négociations avancent, surtout? Là, pour le coup, les négociations, oui, avancent sérieusement, puisque aujourd'hui, l'Italie a rejoint la France dans la minorité de blocage. Ce qui veut donc dire une minorité de blocage est réunie lorsque vous avez 65%. 45%. Des États ou 35% de la population qui s'oppose, européenne, qui s'oppose à un accord. Donc Italie, France, Autriche, Pays-Bas, et peut-être Belgique. Et Pologne. Pologne. Point. Oui, voilà, donc c'est ce que je pense. Je pense qu'il est en train de réussir son coup. En réalité, la semaine dernière, on était... Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean. Vous êtes plus affûté, mais toutes les discussions que j'ai pu avoir, moi, dans ce domaine, montrent qu'en réalité, il est tout à fait capable de faire... la France est tout à fait capable de faire une opposition. Et là, ça serait spectaculaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors écoutez, dans l'histoire de l'Union européenne, lorsqu'un pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie ou à l'époque la Grande-Bretagne s'opposaient à un accord, à un deal, à un compromis, on ne lui passe pas sur le corps. On peut passer sur le corps du Luxembourg, de la Belgique, de la Slovénie ou de l'Estonie. Ça s'est arrivé déjà et ça arrive fréquemment. D'un grand pays, ça n'est juste pas possible. Ne serait-ce que parce que la construction européenne sans la France ou sans l'Allemagne, ça n'existe pas. Donc même s'il y avait eu, il n'y avait pas eu de minorité de blocage, si la France avait invoqué ses intérêts nationaux, je peux vous assurer qu'on aurait trouvé un moyen de rembarquer la France dans cette négociation. Donc, je veux dire que la grande excitation nationale à laquelle on assiste depuis quelques jours, à cause des agriculteurs, à Bruxelles, on regarde ça de façon un peu avec beaucoup de froideur, parce qu'on savait déjà qu'il n'était pas question de mettre la France en minorité. Alors attention, il y a une subtilité dans les négociations européennes, c'est que lorsque il peut arriver qu'un pays ait un intérêt à un accord, mais ne puisse pas l'assumer devant son opinion publique. Et si on ne peut pas l'assumer devant son opinion publique, on accepte en fait à Bruxelles de se faire mettre en minorité. C'est arrivé par exemple plusieurs fois avec l'Allemagne. Et on dit, voilà, vous allez voter contre moi, comme ça je vais rentrer chez moi et je vais dire, je me suis battu comme un chien et finalement, il n'y a pas eu d'accord. Ça aurait pu être possible. Mais ça n'est plus possible aujourd'hui. Pourquoi ?
parce que le gouvernement de Michel Barnier est minoritaire, parce que la situation politique française s'est dégradée. Donc ça aurait pu avoir lieu avant le mois de juin et la dissolution malheureuse d'Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. L'intérêt de Michel Barnier et l'intérêt de la France, c'est d'éviter que le Rassemblement national capitalise sur l'accord du Mercosur, capitalise sur la colère des agriculteurs français, qui à mon avis est infondée. Si vous me posez la question, je vous expliquerai pourquoi. Capitalise sur cette colère, et donc évidemment l'intérêt de l'Union européenne, c'est pas de perdre la France, c'est au contraire de la garder à bord. Philippe Bilger. Jean Quatremer, comment expliquer alors, mais sinon par mon ignorance dans ce domaine, peut-être, le fait que la France, vous venez de le dire, va réussir avec d'autres pays dans le Mercosur, mais qu'en même temps l'opinion française a l'air de considérer qu'on n'est plus très important en Europe et qu'on n'est plus écouté. Vous savez, c'est pas vous que je vais raconter le long sanglot de la France. Hein. On perd de l'influence, nous n'avons plus d'empire, nous n'avons plus rien, nous ne sommes rien, nous sommes en décrochage économique. Le jour où les Français seront contents de la France n'est pas encore arrivé. Donc non, ça ne me surprend pas énormément. En l'occurrence, la France, au moins au sein de l'Union européenne, est un pays qui reste important et qui est même aujourd'hui en meilleure situation que ne l'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne a totalement décroché économiquement. Je vous rappelle qu'elle est quand même pour sa deuxième année en récession, alors que nous avons évité la récession. Je vous rappelle que le modèle économique de l'Allemagne, qui était bâti sur une triple dépendance vis-à-vis des États-Unis pour la défense, de la Russie pour l'énergie bon marché et de la Chine pour le commerce, s'est effondré, et que l'Allemagne n'arrive pas à trouver une nouvelle martingale qui lui permettrait de sortir du trou dans lequel elle est tombée. Et donc la France, de ce point de vue-là, elle n'est pas du tout en mauvaise posture. La situation politique est complexe, mais nous sommes plutôt en position de force actuellement, contrairement à l'impression qu'on a. Loïc Guérin, court et réponse courte, que ça appelle beaucoup au 0826 300 Très courte question, c'est vraiment qu'une question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel serait selon vous le scénario si d'aventure on arrivait à réunir une minorité de blocage? Est-ce qu'on va juste pouvoir polisser l'accord qui est en cours pour essayer de le faire passer auprès de l'opinion publique et le faire repasser par la porte de sortie, enfin plutôt d'entrée, mais la petite porte de service, ou est-ce qu'au contraire c'est vraiment un blocage net et on oublie les négociations? Alors, ça serait malheureux parce que je vous rappelle quand même que la part de marché de l'Union européenne avec le Mercosur, hein, c'est quand même une grande partie de l'Amérique latine, cette part de marché, elle est passée de 35 à 17%, alors que la Chine, elle, prenait pied sur ce marché qui est extrêmement prometteur. C'est une zone en développement rapide, hein, le Brésil, l'Argentine, etc. Nous avons en plus besoin des matières rares de l'Amérique du Sud. Pourquoi? Comme le lithium pour la voiture électrique. Parce que tout simplement, la Chine est en train de fermer le robinet des exportations et de reprendre le contrôle de toutes ces entreprises exportatrices. Donc, moi, je veux bien, on peut sauver nos agriculteurs, on peut sauver la filière de la viande bovine qui pourrait éventuellement être menacée. Je vous rappelle quand même qu'on importe actuellement 200 000 tonnes de viande bovine du Mercosur et qu'on va en importer 100 000 tonnes supplémentaires. Bon, c'est quand même pas la fin du monde, hein, c'est 1,5% ou 1,2% de notre consommation. Donc, c'est pas énorme. Mais donc, est-ce qu'on veut se couper de ce marché? C'est une vraie question. Je veux dire, au fond, est-ce qu'on s'accroche à une économie du passé? Quelque part, hein, c'est un peu brutal, mais du passé qui est l'agriculture, ou est-ce qu'on veut au contraire raccrocher les wagons pour essayer de rattraper les États-Unis, de rattraper la Chine? Question. Mais moi, si on préfère le modèle agricole, pourquoi pas? Allez, 0826 300 300. Jérôme qui est avec nous de Saint-Géron. Jérôme, une réaction et dans un instant, Paul sera avec nous. On vous écoute, Jérôme. Qui êtes agriculteur. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait votre auditeur. Jean Quatremer. Oui, votre invité Jean Quatremer, effectivement, il parlait de savoir dans cet accord commercial international ce qu'on mettait dans la balance. Sauf que au niveau le monde agricole français, à un moment donné, il peut pas absorber, même si ça représente que 1,5%, on n'a plus de marge de manœuvre. On est déjà au bord du gouffre. Voilà. Et à un moment donné, rien n'est fait. Et avant d'aller voir sur des accords commerciaux internationaux, qu'on regarde déjà en Europe comment le monde agricole vit, il vit très mal. Et rien n'est fait pour essayer de l'aider.
Donc à un moment donné, moi je ne suis pas contre le Mercosur parce que effectivement c'est des accords internationaux, etc. Mais c'est un obstacle de plus. Et aujourd'hui c'est ça, et demain ça va être quoi? Et à un moment donné, on est la variable d'ajustement. Voilà. Et rien n'est fait pour nous aider. Rien n'est fait. Alors Jérôme, vous ne bougez pas, on va prendre Paul qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonsoir Paul. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir à tous. Et vous êtes agriculteur également? Je suis agriculteur également. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Jérôme. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ouvre toujours la porte. L'agriculture, c'est pas grave. Monsieur Quatremer, vous êtes bien gentil. L'agriculture, c'est la gestion des territoires. Nous, on sème du blé, il n'y a pas de ronces. Sinon, il va y avoir des ronces et des chardons partout. Aujourd'hui, on emploie beaucoup de monde. On fait vivre beaucoup de monde. Alors, bien sûr, c'est abstrait, mais on fait vivre énormément de personnes. On a une pyramide des âges très élevée. Aujourd'hui, installer des jeunes, ça va être compliqué. On va couler l'agriculture française. Et l'économie de la France repose aussi sur la production locale. Quand on n'a pas eu de masques, c'était dramatique. Et aujourd'hui, on n'en a tiré aucune conséquence. On va vendre le Doliprane. On continue au nom de la mondialisation à marche forcée. Voilà. Moi, je suis plus du tout d'accord avec ça. On va et je rappelle quand même que pendant pendant le Covid, le président avait dit qu'il fallait réindustrialiser, donner la souveraineté alimentaire, etc. On voit où on en est. Donc aujourd'hui, nous, ce qui va se passer, demain, on commence les manifs, et ce coup-ci, on ira au bout. S'il faut monter jusqu'à l'Élysée, on ira jusqu'à l'Élysée. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont déterminés. Paul, merci beaucoup. Jérôme, merci beaucoup. Jean Quatremer, il faut quand même protéger cette filière nourricière, si on envie de dire. Alors, surtout quand on voit les normes environnementales et sanitaires dans les pays du Mercosur. Non, mais c'est intéressant parce que Jean Quatremer lui dit que les agriculteurs ne sont pas si désavantagés. Donc pourquoi? Je vais donner deux exemples de deux accords de libre-échange qu'on a signés récemment. Celui avec le Japon au lendemain de l'élection de Donald Trump qui a accéléré d'un seul coup la négociation avec le Japon alors que ça traînait depuis une dizaine d'années. Et l'accord avec le Canada, le CETA, qui a été signé juste après l'élection de Trump mais qui était déjà en négociation. Avec le Japon, nos agriculteurs et les marchands de vin et de spiritueux ont été gagnants. C'est-à-dire qu'on a pu enfin exporter libre de droit le vin, nos cognacs, nos armagnacs et surtout de la viande bovine parce que les Japonais ne mangeaient pas de viande bovine européenne. Le CETA, donc l'accord avec le Canada, on avait craint, rappelez-vous, les manifestations qu'il y a eu pendant au moins une année. On avait craint que la filière bovine européenne, à cause de l'augmentation des quotas d'importation, implose. C'est le contraire qui s'est passé. C'est nous qui exportons notre bœuf, alors que les exportations de bœuf du Canada n'ont pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'à cause de nos normes, ça obligerait les exportateurs canadiens à avoir des filières séparées, une filière par exemple avec bœuf aux hormones et une filière sans bœuf aux hormones. Et donc ils ont considéré que ça allait leur coûter infiniment trop cher et ils ont renoncé à leur quota d'exportation. Résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires. Donc, ça n'est pas vrai de dire que les agriculteurs sont la variable d'ajustement. C'est l'impression que ça donne. Il faut dire aussi que les syndicats travaillent bien, les agriculteurs au camp pour leur faire passer ce message. Mais pratiquement, pour l'instant, ça ne s'est pas vérifié. Alors, je ne dis pas que ça ne se vérifiera pas avec le Mercosur, mais je ne crois pas, vu les conditions qu'on a mis à cet accord. Petite réaction de Jérôme, notre auditeur du jour. Moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que de toute façon, dans l'analyse que fait votre invité Jean Quatremer, effectivement, on le voit a posteriori. On se rend compte qu'effectivement, au niveau de l'accord avec le Canada, on reste excédentaire. Mais c'était pas gagné d'avance. C'était un accord commercial et peut-être qu'effectivement l'agriculture aurait pu en pâtir et ça n'a pas été le cas pour l'instant. Mais on ne sait pas comment ça va évoluer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, le monde agricole français, européen, n'a pas les reins assez solides pour pouvoir faire face à tous ces enjeux internationaux et commerciaux. On va rassurer Jean Quatremer, les chats ne sont pas prévus dans l'accord sur le Mercosur. Parce que pour ceux qui nous regardent en vidéo, il est magnifique, c'est un Maine Coon, c'est ça? César. Je suis dans le rôle du docteur No. Le spectre, dans le rôle du spectre avec son chat. Merci Jérôme, merci Paul. Jérôme, vous allez rester avec nous. Merci beaucoup Jean Quatremer, journaliste à Libération et correspondant européen à Bruxelles. Et on embrasse César, bien entendu, qui a l'air au bout du rouleau. On le salue même César. Et Rosalie, alors vous voulez toujours. On va pas en faire des salades de César. Merci pour ce sujet passionnant et vous savez comme on aime les agriculteurs et
et on vous laisse bien entendu nos micros ouverts. Jérôme, vous restez avec nous. Dans un instant, vous allez pouvoir faire votre Mercosur face aux vraies voix du jour. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Voilà, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Vous avez vu le je suis prêt, très calme, très serein. Très calme. Il est modéré, mais il est dangereux. Je pense que, comme diraient les jeunes, vous allez manger votre race. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir non pas Elton John, non pas Joe Biden, mais Philippe Bilger. C'est quand même 10 crans au-dessus. Ce que j'adore, c'est pourquoi vous faites ces comparaisons en fonction de son âge ou en fonction de son physique? C'est la notoriété. C'est la notoriété. Voilà. Je sais pas comment ça vous vient Une comme star ça. internationale, Elton mondiale. John, c'est pas trop désagréable. Joe Biden, on n'est pas les mêmes mœurs que lui. C'est ce que j'allais dire, oui. J'espère. Il est président des des c'est simple en béton. Sublime. Oui, mais je préfère Elton. Vous voulez que je dise quoi? Squeezie et des influenceurs, c'est ça? Non, je me comparais à mon idole absolue, Jean-Jacques Goldman. À part Philippe David, il y a Jean-Jacques Goldman. C'est vrai. Ce que j'adore, c'est que, en fait, elle a eu le malheur, Cécile, de pas commencer par lui. On va en manger pendant toute l'émission. Mais elle s'est rattrapée depuis. Maintenant, on va manger du qui c'est qui l'a dit. Françoise, ça va mettre des années, vous allez voir. Je vais remonter la pente avec mes doigts comme ça. Jérôme, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. C'est à vous de lancer le jingle. Eh bien, allons-y, allez à Jacques Test. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. On fera un best-of un genre de tous ces lancements. Allez, Jérôme, écoutez bien cette question. Qui c'est qui l'a dit à un point? On démarre toujours très doucement. Vladimir Poutine ne veut pas de la paix. Jérôme. Emmanuel Macron. Bonne réponse de Jérôme. Bravo, Jérôme. Qui c'est qui l'a dit à 2 points sur la présidentielle? Si c'est une élection qui a lieu là, tout de suite, sans doute que je peux être incité à y aller. Si c'est en 2027, nous avons une relève suffisante. Jérôme. Je sais. Non, Bouchard. Jean-Luc Mélenchon. Bonne réponse de Françoise Degois, qui marque 2 points. Écoutez bien, Jérôme, 2 points toujours sur l'accord du Mercosur. La Commission européenne est en train de passer en force pour qu'il n'y ait pas de débat démocratique. Jérôme. Sébastien Chenu. Non. Manuel Bompard. Non. Manon Aubry. Bonne réponse de Françoise Degois qui réengrange 2 points. Ça va, Philippe Bilger? Ça va, le Moi, je suis gagne ou j'arrête. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Attention, elle vaut 3 points. C'est suite à la citation de Jean-Luc Mélenchon. Je ne savais pas qu'en plus de toutes les qualités qui sont les siennes, Jean-Luc Mélenchon était la pitié, celui qui prévoyait la vie politique. Jérôme. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Je sais, Manuel Valls. Bonne réponse de Françoise Degois. Manuel Valls. Et vous connaissez le proverbe, la pitié vient en mangeant. Oui. Ça va. Ayez pitié de moi. Jésus, Marie-Joseph. Vous êtes vraiment pitié. What a pity. Question, qui c'est qui l'a dit? 2 points. Emmanuel Macron a fait une croix sur l'agriculture française. Jérôme. Thierry Breton. Jordan Bardella. Non, Marine Le Pen. Marion Maréchal. Marine Le Pen. Vice-président. Bonne réponse de Philippe Bilger. Chenu. J'ai une chance. C'est pas ça, c'est que vous avez remplacé maintenant Retailleau par Chenu. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Il vaut cher. Je me demande comment un type comme Donald Trump peut inaugurer son mandat par une capitulation, par une humiliation pour l'Ouest, pour l'OTAN et pour lui-même, s'il donnait la possibilité à Poutine de vaincre l'Ukraine. C'est un ancien chef de gouvernement, il l'a dit en français aujourd'hui en France. Jérôme. Je vous mets sur la piste. Attends. Il a fait une fête. Je sais qui c'est. Pendant le confinement. Dis pas. Non, mais tu peux pas dire ça. C'est Boris Johnson. Boris Johnson. Ah oui, sur son livre. Ouais. C'est fini. Allez, c'est fini. C'est fini. Eh bien, écoutez, c'est Françoise Degois qui a gagné avec 9 points. Et voilà. Devant Philippe Bilger, 2 points.
Jérôme, 1 point. Et Loïc Guérin était au palais de justice. Je n'ai pas essayé de contester, mais ma dernière réponse me semblait au même moment que l'autre. Non, j'étais devant. Mais par courtoisie, je céderai. C'est ça, par courtoisie. Mais par courtoisie uniquement. Bon, écoutez, on lui donne les 3 points, vous avez gagné quand même. Allez, on peut lui faire donne 3 points à Loïc Guérin. Ça va. Heureusement qu'il joue pas au tiercé, parce que ça serait une catastrophe. En général, il y en a T'imagines comment on est dans cette émission, 53 points après la fin du match. Bon, Jérôme, on est ravis en tout cas d'avoir été avec vous, surtout en ce jour, bien entendu, de mobilisation des agriculteurs. Vous prenez soin de vous. Merci de m'avoir reçu et bravo pour votre émission que j'écoute assez régulièrement parce que je vous apprécie tous. Merci, vous êtes un chou et assez régulièrement n'est pas suffisant, Jérôme. Allez, on vous embrasse très fort et surtout à très bientôt. Dans un instant, le journal, la météo, le coup de gueule de Monsieur Philippe David. Vous auriez joué avec moi dans la cour de récré? Ah, surtout pas. Écoutez, je vous amenais jouer avec moi, et même Françoise Degois, et même Loïc Guérin, et même Philippe Bilger, et même tous les auditeurs. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, puisque vous l'avez réclamé à corps et à cri, Philippe Bilger est avec nous aujourd'hui. Voilà. Il a dit oui. Il a dit oui. Le terme est faible. Et je viens toujours avec un immense plaisir. Je ne cesse de dire que c'est dans l'espace médiatique mon émission préférée. C'est sympa pour les autres, en fait. Vous dites la même chose aux autres, en fait. Non, je dis toujours cela. Ah, c'est bien. En in, en off. Non, parce qu'on a vérifié. Même pour le lundi, même le mercredi. Et Françoise aussi, c'est son émission préférée. Oui, malgré le lundi et le mercredi, effectivement. Et si c'était 4 jours, eh bien, je serais obligé de supporter 4 jours. C'est pas grave, je vous aime, Milger. Mais bon, n'en faites pas trop quand même. N'en faites pas trop. Et avec nous, Loïc Guérin, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Loïc Guérin, à part que c'est un sage. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est un sage. Il est devenu indispensable. Il est indispensable et c'est un sage. Quand il parle, c'est toujours très carré, très. Voilà, c'est un sage. Voilà. Vous connaissez des histoires drôles ou pas? Oui. Allez-y. Non. Oh là là. Vous voyez, c'est un sage. Et Philippe David, bien entendu. Et c'est ce numéro de téléphone 0826 300 300. Vous laissez des messages et on les écoute. Oui, bonjour Sud Radio, c'est Victor d'Argelès-sur-Mer. Quant aux réquisitoires du parquet concernant Marine Le Pen et bon nombre d'élus du Front National, tous les médias en ont fait leur chou gras avant même que les juges ne se prononcent. Il se pourrait qu'un non-lieu soit prononcé, voire que de sursis. Attendons donc sereinement le verdict et quand bien même si Marine Le Pen était condamnée, ce serait du pain béni pour Jordan Bardella en 2027. Ah, ça fait du bien de parler vrai. Loïc Guérin. Alors sur l'opinion de ce monsieur, j'ai évidemment pas de commentaire à faire, si ce n'est techniquement, il peut pas y avoir de non-lieu puisqu'on est devant une juridiction correctionnelle. Donc en réalité, il voulait parler évidemment dans l'axe. Mais pourquoi pas? Effectivement, là où l'auditeur a tout à fait raison, c'est de rappeler que ce sont les réquisitions du ministère public qui peuvent, ma foi, ne pas correspondre du tout aux décisions des juges du siège. Cela étant, même s'il a raison, les raccourcis ont été faits dans la presse un peu vite, néanmoins on peut s'interroger effectivement sur la particulière dureté des réquisitions, en particulier d'ailleurs l'exécution provisoire qui est prononcée, qui, à ma connaissance, est excessivement rare dans des dossiers de cette nature. Et puis le remplacement de Marine Le Pen par Jordan Bardella. Bon, en tout cas, ça sera une autre histoire. En tout cas, au-delà de ça, je rappelle quand même, les chefs de prévention sont très durs, l'acte d'accusation, les chefs d'accusation sont très durs, l'acte d'accusation est très lourd. On parle de détournement de fonds. On est sur des sommes, on n'est pas sur 500 000 euros. On est sur 4-5 millions d'euros. Donc moi je veux bien qu'on fasse un procès en sorcellerie à la magistrature et en tout cas c'est les réquisitions du procureur. Moi tout le monde s'est accordé à dire pas en tout cas que personnel, je crois. Non, mais bien sûr que non. D'ailleurs ça serait bien plus lourd. Non mais vous avez raison, ça serait bien plus lourd. Mais bon voilà, elle était chef de parti, elle était en même temps députée européenne, donc elle a profité du système. Donc moi je trouve pas ça scandaleux, absolument pas. L'exécution provisoire c'est un scandale. Ah oui. Sur le plan judiciaire, on voit jamais. Moi je pense
prononcer alors qu'il y a des voies de recours, c'est un Philippe, scandale. moi je trouve vraiment, sérieusement, vous ne pouvez pas, vous Philippe Bilger, vous Loïc Guérin un peu moins, mais vous Philippe Bilger, passez votre vie, si vous voulez, vous moins que les autres, à dénoncer le laxisme à justice. L'exemple doit venir d'en haut. Je n'accepte pas que les politiques se martyrisent et se victimisent quand à un moment donné, Marine Le Pen passe sa vie à parler du laxisme de la justice. Mais pas simplement elle. Donc à un moment donné, vous savez, nous, la gauche, on a payé avec Cahuzac et c'est très bien et c'est normal qu'on ait payé avec Cahuzac. Si, on a payé cher. Écoutez, arrêtez. Il n'a jamais été incarcéré. Le quinquennat de elle non plus ne le serait pas, ce serait une peine aménagée, vous le savez très bien. Et le quinquennat de Hollande, il s'est effondré là-dessus. Donc basta cosy. C'est les politiques qui doivent donner l'exemple, point. Et Philippe Bilger, Philippe David qui voudrait gueuler un peu, il peut pas. Allez, on va aller dans la cour de récré ensemble, Cécile. Et vous allez voir. Et même Philippe Bilger. Je vous préviens, Philippe, l'école est finie. Allez les enfants, on fait une petite pause, on revient tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h. Je vous rappelle que nous sommes sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, enfin sur X, sur Facebook, enfin sur tout le monde. On va bientôt être sur partout. Blue Sky. Bientôt sur Blue Sky. Exactement. Clay, oui c'est ça. Oui. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Loïc Guérin, bien entendu. Et tout de suite, le coup de gueule. Et en rappelant juste avant que dans l'affaire Cahuzac, c'était un enrichissement personnel qui était reproché. Cahuzac, bien entendu. Et tout de suite, les yeux dans les yeux. La râlerie de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un clocher qui est parmi les plus hauts de France, puisque celui de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg atteint la hauteur remarquable de 142 mètres. Pourquoi Strasbourg ? Parce que dans certaines écoles de la ville et à titre de test, les élèves portent un gilet connecté au GPS pour, accrochez-vous bien, que leur déplacement dans la cour de récré soit géolocalisé selon qu'ils soient filles ou garçons. Pour faire une étude, accrochez-vous bien, qui a sorti un résultat qui méritait quand même d'être faite, cette étude. 20% des garçons utilisent 80% de la cour de récréation. Pourquoi ? Parce que ces 20% de garçons jouent au football et qu'un terrain de football, même pour jouer entre gamins, prend de la place. Il aura donc fallu attendre l'an de grâce 2024 et utiliser une technologie satellitaire pour comprendre cela. Cela à laquelle la ville de Strasbourg a donné une réponse, aménager des îlots de fraîcheur et des espaces végétalisés, avec parmi eux des jardins partagés, potagers ou pédagogiques dans les cours de récré. Bref, au risque de passer pour un vieux réac, je me souviens qu'à mon époque, où le GPS n'existait pas, quand nous prenions trop de place pour jouer au foot, les institutrices et instituteurs venaient nous voir en nous disant de jouer de tel endroit à tel endroit, et on disait oui madame ou oui monsieur, en déplacement immédiatement les pulls ou manteaux qui faisaient fonction de poteaux de but. Une méthode qui avait le mérite de ne pas fliquer les gosses et de ne pas coûter un centime en cette période de disette financière. Vendredi dernier, je concluais mon coup de gueule en disant qu'à Rennes et à Nantes, certains universitaires et magistrats étaient à l'ouest. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que du côté de Strasbourg, certains pataugent dans la choucroute. Vous avez raison. Cela fait longtemps que je n'attends plus de l'Alsace, qui était pourtant une région de rigueur, de rectitude, de discipline, et pas vraiment snob. Mais c'est effrayant ce qu'elle est devenue. C'est effrayant. Oui, après, non, oui, alors voilà, après les études, je comprends qu'on fasse des études sur les îlots partagés, etc. Bon, c'est complètement ridicule. Je pense que c'est à vous dégoûter en réalité. C'est pas à vous dégoûter des études sociologiques. Non, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai, il n'y a que ça comme problème. Il n'y a pas de problème. On en est au point où on fait du distanciel. Ça a coûté combien surtout ? Je sais pas, mais c'est même pas la question, c'est le principe. Ah bah si, c'est la question. C'est intéressant, pour ceux qui jouent au foot, tu vois vraiment ceux qui courent beaucoup sur le terrain. Il y a Loïc Guérin qui essaye de parler. Pour mémoire quand même, à l'université de droit de Lyon, les étudiants sont agressés tellement au quotidien quand ils rentrent prendre le métro, carbone zéro.
qu'en fait, ils ont demandé à ce que leur cours du soir soit en distanciel pour ne pas se faire agresser à l'entrée du métro. Ouais, mais là, ce qui leur a été accordé. Non, mais ceci dit, je pense que vous avez probablement, je ne connais pas cette étude malheureusement parce que vous ne donnez jamais votre coup de gueule et que vous êtes un petit filou. Je pense que vous avez tiré, mais vous êtes un voyou, même une racaille. Vous avez tiré un exemple sur la cour de récré de foot, alors que j'imagine. Non, mais c'est ridicule. Non, mais ceci dit, non, mais j'imagine qu'il y a quand même une autre raison. Les élus sont complètement tapés. C'est pour voir comment refaire les cours de récré. C'est pas mal, c'est pas mal déjà. À l'œil nu, on déplace les gamins et puis voilà. D'accord, à l'œil nu. Au doigt mouillé comme ça. Je vais vérifier cette étude. J'ai vérifié cette étude, je dis parce que. Les amis, l'info en plus, et c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et la parole était à la Défense cet après-midi au procès du RN et de Marine Le Pen. Le premier avocat de la Défense à s'exprimer a dénoncé tout à l'heure, je cite, une procédure politique. Sans surprise, il demande au tribunal de chasser le vent mauvais que ferait, selon lui, souffler l'accusation avec les réquisitions de la semaine dernière. Pour rappel, les procureurs ont réclamé des peines d'inéligibilité contre les 25 prévenus, peine qui serait assortie de l'exécution provisoire. Elle s'appliquerait donc immédiatement, même en cas d'appel, ce qui pourrait donc empêcher Marine Le Pen de se présenter en 2027. Un autre avocat de la Défense est remonté à l'origine de la procédure pour prouver qu'elle est, selon lui, politique, sur ses emplois possiblement fictifs d'assistants parlementaires européens qui auraient donc en réalité travaillé pour leur parti, le RN. Eh bien, l'avocat rappelle que tout part d'un signalement en 2015, signalement du président social-démocrate du Parlement européen, Martin Schulz. Signalement adressé, souligne l'avocat, à la ministre de la Justice française d'alors, Christiane Taubira, puisqu'on était sous la présidence de François Hollande. Et maître François Wagner de marteler, je le cite, « Entre camarades socialistes, on ne peut rien se refuser ». Il évoque une petite manœuvre du président François Hollande contre la potentielle adversaire qui était alors, selon lui, Marine Le Pen. Sur les demandes d'exécution provisoire des peines, l'agence France-Presse nous raconte aussi la scène suivante cet après-midi. L'un des avocats se tourne vers la procureure qui, selon lui, se cache derrière son ordinateur et lui lance « Quelle menace pour l'ordre public représente mes clientes ? Quelle impatience à ces sanctions ?» Sur le fond, la défense d'avancer que ces anciens eurodéputés RN ont été victimes de l'absence de règles claires du Parlement européen à l'époque des faits. Pour info, la défense personnelle de Marine Le Pen doit plaider dans une dizaine de jours, puis la décision sera rendue dans plusieurs mois encore. Philippe Bilger. Non, mais on en a déjà parlé. Moi, je ne discuterai pas apparemment la culpabilité de ces prévenus sur le fond. Et j'admets bien volontiers qu'on peut considérer, même s'il date de 2004, que les infractions sont graves parce qu'il y a là un système. Mais l'exécution provisoire me scandalise et la partialité de l'un des procureurs. Honnêtement, il faut quand même... Moi, alors je suis très sévère et je n'ai aucune complaisance et aucune douceur par rapport au réquisitoire. On rappelle quand même que c'est qu'un réquisitoire, on verra ce que feront les juges. Mais il faut quand même dire, alors là, à la décharge de Marine Le Pen, si je puis m'exprimer ainsi, que ce système-là a toujours fonctionné depuis la nuit des temps. Et c'est même valable, vous savez, ça a été valable pendant des années avec des assistants parlementaires de groupes politiques qui en réalité travaillaient sur les campagnes et travaillaient à la machine des partis. Pendant très longtemps, tout a été extrêmement flou, tout a été extrêmement mélangé. Donc ça n'exonère en rien Marine Le Pen, je le dis tout de suite. Que l'avocat François Wagner plaide évidemment pour le procès politique, c'est tout à fait de bonne guerre. Schulz, Taubira, bon, on relit ça ensemble, c'est de bonne guerre. Je pense que ça n'a aucun effet sur les juges et sur la décision des juges, je pense vraiment. Après, je redis quand même que ces pratiques-là, François Bayrou, c'était différent parce que lui n'était pas bénéficiaire puisqu'il n'était pas député européen, c'est pour ça que l'accusation est moins lourde pour lui que pour Marine Le Pen, mais ce sont quand même des pratiques extraordinairement répandues. Le gain. Ouais, de la même manière, je suis assez... sur le fond, je ne me prononce pas. La défense va se prononcer, on verra ce que les juges en décideront. Moi, je reste comme un spectateur, évidemment, averti un peu, mais pas plus. Pour le reste, en revanche, je dois dire que les réquisitions du parquet, et en cela, c'est une erreur, je pense même tactique, c'est qu'ils prêtent le flanc encore plus à la critique et ils ouvrent finalement la possibilité pour la défense, qui est un boulevard pour eux, et à leur place j'aurais fait pareil, à la défense politique, puisque justement des réquisitions sont, à mon sens, excessives. Elles sont de toute façon, objectivement, exceptionnelles. On les a pas dans des affaires d'enrichissement personnel. Je vous mets au défi de trouver une exécution provisoire sollicitée par le parquet dans des affaires qui ont mis en cause M. Sarkozy, Fillon ou d'autres. Il n'y a pas. Oui. Sauf erreur, mais il n'y a pas. Je suis à peu près certain.
Donc Il y a pas ici, pour le trouver. Cahuzac, je sais pas vraiment. Je sais pas. Non, c'est la première fois vraiment. Alors, je peux avoir loupé, évidemment, hein, je garantis pas 100%, mais je ne me souviens pas d'une seule occasion où j'ai entendu une exécution provisoire dans un cas aussi sensible que celui-ci, avec du personnel politique susceptible de se présenter dans des échéances assez proches électorales. Ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel sur ce dossier. Alors, quid s'il y avait enrichissement personnel? Non, mais Loïc, on a déjà un exemple avec quand même François Fillon. Hein. Je rappelle quand même ce qui s'est passé en 2017 et la façon, l'expéditivité, si vous voulez. Hein, vraiment. Ça, non, mais je veux dire par là non, que. mais là, c'était. Elle travaillait pas. Non, mais. Ce qui n'est pas leur cas. Je vous dire, les procès politiques ou pas, la réalité, c'est qu'en 2017, il y a eu une élimination d'un candidat par la justice qui n'a pas hésité. Donc voilà. Alors il y a quand même une différence importante. Je ne parle pas du fond du dossier. Je dis que la mécanique de la justice qui élimine un candidat, c'est déjà arrivé. Et ce candidat, François Fillon, à l'époque, était en plus en tête des sondages. Donc non, mais je veux dire, vous dites le poids, la responsabilité de la justice. La justice, à un moment donné, quand elle décide, elle décide. Voilà. Non, mais sur l'affaire Fillon, il y avait un point important qu'il convient de garder à l'esprit, c'est que les élections se profilaient avec l'immunité présidentielle en bout de course. D'où l'accélération. Mais de la même manière que si c'est pas une décision ni des réquisitions, c'est quand même très différent. Les amis, dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger, on parle de quoi? David Lisnard ne se cache plus. Françoise de Gois. La pollution en Inde à New Delhi ce matin, délirante. Loïc Guérin. On va voir comment certains hauts gradés de la police savent utiliser les services qui sont mis à leur disposition. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Et on fait une petite pause. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver avec cette joyeuse bande. Philippe Bilger, Françoise de Gois, Loïc Guérin, Philippe David, bien entendu, et vous 0826 300 300. Et puis vous connaissez, hein, c'est le tour de table de l'actu. Bonjour les enfants. Vas-y, de quoi tu veux qu'on parle? Comme je ne connais rien au sujet, je pourrais tenter d'en parler abondamment. T'as quelque chose à dire? Je suis Darmanin. Je ne suis pas très éloigné de Gérald. Ah bon? Oui. Le tour de table. De l'actualité. Philippe Bilger. Vous n'êtes pas éloigné de Gérald Darmanin, vous allez nous parler à l'autre bout de la France de David Lisnard. Absolument, et j'ai beaucoup apprécié un entretien sur 2 pages qu'il a donné hier à la Tribune Dimanche, et ce qui reprochait à David Lisnard de demeurer un peu en retrait, de ne pas oser s'affirmer, là en sont pour leurs frais, parce que dans cet entretien remarquablement mené au demeurant, David Lisnard a dit clairement qu'il avait le souhait d'incarner une voie présidentielle en 2027. Il a montré les limites de Laurent Wauquiez et a ajouté que, évidemment, il faudrait une primaire en 2027 pour départager les candidats de son camp. Il a également très clairement affiché ses ambitions et il a terminé au sujet du Rassemblement national. J'ai bien aimé qu'il ne se soit pas contenté, comme tant d'autres, de projeter un opprobre sur ce parti, mais qu'il a dit clairement que ce qui l'opposait à cette structure, c'est le fait qu'elle était étatique et centralisatrice. Alors, il en pense peut-être davantage de mal encore, mais j'ai baptisé ce point de vue que vous avez accepté. David Lisnard ne se cache plus. Il y a quelque chose qui se passe à droite et qui est très bon. Avec, évidemment, je les relis à tort ou à raison, grand ministre de l'Intérieur et un futur ambitieux. La droite recommence pas sur juste vous dire qu'il sera notre invité exceptionnel au Salon des maires à 18h30. Ce sera mercredi 20. Dans les vraies voix, Françoise de Gois. Il a retaillé son point de vue à la fin. C'est extraordinaire. Vous parlez du ministre Retailleau? Non, David Lisnard. Parce Lisnard. que ce matin, il m'avait dit qu'il n'était pas sûr. Bravo. Alors, oui, David Lisnard sera avec nous à 18h30. Ah, donc ça veut dire qu'en plus de ça, il fait... Ah oui, d'accord. Donc il écrit à David Lisnard et il fait des trucs sur David Lisnard, bien sûr. Vous venez le 20,
il m'a répondu, j'ai un emploi du temps, mais je ne savais pas que je pense qu'il n'a pas percuté que c'était ça. Allez, David Lisnard, en tout cas, oui, je n'ai pas votre enthousiasme. Moi, j'aime bien la personnalité de David Lisnard, parce que dans ce champ de ruines qu'est la droite, en réalité, on est à la recherche d'être quelqu'un d'un peu corseté, un peu charismatique. Donc, le maire de Cannes, depuis quelques années, je l'observe, etc. Mon sentiment, quand même, Philippe, c'est que ne vous emballez pas trop, parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelque chose en David Lisnard de François Baroin. C'est-à-dire que il y a c'est quelqu'un d'extrêmement velléitaire. Est-ce qu'il a la capacité à un moment donné de renverser la table, c'est-à-dire de renverser Laurent Wauquiez, etc., et l'ordre établi? Je n'en suis absolument pas certaine. Je vois bien qu'il envoie des ballons sondes, comme François Baroin pendant des années, et à la fin, il recule. Les amis, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, sur son avenir politique, aucune idée. En revanche, sur ses déclarations, elles sont justes, elles sonnent justes. Et par-delà l'ambition personnelle qu'on lui prête ou qu'il a, il faut reconnaître que ces déclarations récentes, en tout cas celles que j'ai pu lire, sont intouchables. Enfin, il a raison sur un certain nombre de constats. Et si on finit par ne pas écouter, ou qu'on continue à ne pas écouter ces maires qui, eux, sont au contact quotidien des difficultés des citoyens, sentent la température du pays, je pense qu'on fait erreur. Puisque vous avez la parole, cette enquête IGPN qui met en cause des responsables d'un service de police. Oui, alors c'est un fait divers, mais je l'ai trouvé assez piquant. Pour une fois alors si j'étais mauvaise langue, j'irais pour une fois que l'IGPN fait son travail. Mais ça c'est fait. Voilà, il faut dire qu'en général, quand on envoie une plainte à l'IGPN, c'est un peu une bouteille qu'on lâche à la mer en espérant qu'elle arrive sur la bonne plage, ce qui arrive rarement. Là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que c'est une responsable. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est coupable. On va être très clair, ce n'est qu'une enquête. Je le répète, je suis assez souvent en défense pour ne pas brûler le bateau avant. Mais c'est une responsable d'un service qui est la sous-direction ou soutien opérationnel, qui contient des fonctionnaires, mais qui ne sont pas nécessairement des policiers. Attention, elle l'est. Travaille dans la police, mais le personnel en dessous ne l'est pas. Néanmoins, le rapport, en tout cas de l'IGPN, pointe du doigt un certain nombre de faits assez piquants, puisqu'elle aurait, je dis bien le con, elle aurait utilisé un certain nombre de personnes de son service pour effectuer un certain nombre de travaux, je dirais de la moquette jusqu'au plafond dans sa propre propriété. Quand même. Elle aurait également augmenté un peu artificiellement les primes d'un certain nombre de ses salariés, fonctionnaires ou non, de manière à ce que les primes en question soient reversées en espèces pour partie à un certain nombre d'autres fonctionnaires, en l'occurrence également son fils, qui figure dans les fonctionnaires en question. À ma grande surprise, et je suis un défenseur évidemment de la présomption d'innocence, mais à ma grande surprise quand même, elle est toujours en fonction aujourd'hui, ce qui pose peut-être question s'agissant d'un travail policier, quel qu'il soit. Et puis surtout, encore plus grande surprise, le ministère public interrogé a déclaré en juillet qu'aucune enquête n'était en cours et ça n'avait pas l'air de trop le gêner. Bon, je ne pensais pas que vous iriez jusqu'à critiquer l'extrême générosité de cette femme. Non, mais c'est peut-être parce que je n'en ai pas profité. Ça me paraît tellement accablant en réalité. Mais là où j'aimerais bien une précision de vous, parce que mon sentiment est quand même, surtout pendant la crise des Gilets jaunes, l'IGPN a été particulièrement mise en cause de façon assez dure. J'ai quand même le sentiment, moi, peut-être que je me trompe, que l'IGPN vraiment travaille et fait son boulot. Est-ce que c'est une vision de mon esprit? Moi, j'ai quand même le sentiment que l'IGPN, les bœufs carottes, en réalité, sont pas assez durs avec les policiers. Je pense qu'ils sont très durs. Je pense qu'ils sont durs avec les policiers. Je pense qu'il y a énormément de poursuites et à tort, je crois que l'opinion se fait une mauvaise idée de l'IGPN. Est-ce que j'ai tort ou j'ai raison? Je vais pas avoir l'impression de vous dire que vous avez tort ou raison. Je vais vous donner ma perspective à moi et de beaucoup de confrères d'ailleurs avec moi. Ça n'est pas un jugement absolu, mais il faut quand même reconnaître que généralement, quand on dépose plainte auprès de l'IGPN, ça ne sert pas à grand-chose. IGGN d'ailleurs aussi. Les réponses qu'on en a, et je peux citer 2-3 dossiers que j'ai en tête, sincèrement, sont en deçà de tout. C'est-à-dire que clairement, c'est enterré. Alors ce qui est vrai en revanche et qui est gênant, c'est que plutôt que d'aller sur le judiciaire et de mettre en cause les policiers qui sont mal comportés, ce qui est vrai, c'est qu'ils vont être enquiquinés sur le plan administratif pour des peccadilles, ils vont être lâchés par leur hiérarchie dans certains dossiers où ils devraient être soutenus. Donc on a les deux mondes, je dirais le pire des deux mondes. C'est-à-dire quand ils fautent, vraiment, il n'y a pas de sanction, en tout cas jamais à la hauteur. Regardez Naël, excusez-moi. Je pourrais revenir sur des dossiers que j'ai vécus dans lesquels j'ai eu en face des policiers, je peux vous assurer, 2 ans et demi de procédure et à la fin relax, parce que le parquet n'a pas osé aller au bout de sa logique, alors même qu'il avait déclaré qu'il soutiendrait l'accusation, que les faits étaient indéniables et ils sont assis dessus. Et c'est pas un exemple isolé. Un peu mollet sur la police, s'il vous plaît. Oui. Gendarmerie, vous confondez gendarmerie et police. Non, je suis police aussi. Les deux à la fois. La question que je voulais vous poser, ce qui est quand même dingue,
dingue, c'est que aujourd'hui, tout finit par se savoir. Comment des gens, si toutefois ça s'est avéré, comment des gens aujourd'hui peuvent se dire faire des montages pareils, on peut plus rien cacher aujourd'hui. Sur ce dossier-là, je ne sais pas si ça a été fait. Attention, ça n'est qu'une enquête en cours. Je ne préjuge pas. Si toutefois c'est le cas, vous avez les exemples politiques. Monsieur Cahuzac, vous pourriez vous poser la question, les yeux dans les yeux, je n'ai pas un compte en Suisse. Vous pourriez vous poser la même question. Comment est-ce qu'il a pensé une seconde que ça pourrait être étouffé pendant des années? C'est fou. Donc est-ce que c'est si surprenant? Non, c'est pas surprenant, mais je suis toujours étonné de me dire qu'aujourd'hui où la au chiffre noir, fameux chiffre noir des délinquances, qui est quand même, à mon sens, sauf erreur, bien supérieur aux chiffres officiels. Je constate que Loïc Guérin est un homme formidable. Son seul défaut, il est avocat. Allez, le tour de table de Françoise. Et bonne avocate, en plus. Françoise de Gois, les images folles de la pollution à New Delhi. Vous les avez toutes vues, en tout cas, elles sont devenues virales sur Twitter. Moi, j'ai vraiment halluciné. C'est le smog. C'est le smog, mais au-delà. Alors, moi, j'avais vu ça une fois à Wuhan, en Chine, où effectivement, on ne pouvait pas, sur le pont qui traverse la rivière, j'arrivais même pas à voir Philippe Bilger, en gros, tellement, ce qui n'était pas plus mal d'ailleurs, je pense. non, mais je veux dire, on n'arrivait pas à voir Wuhan. Mais la Chine a vraiment fait des efforts énormes. Et là, ce matin, à New Delhi, ces images sont absolument dingues. On est à 60 fois les normes de l'OMS, c'est-à-dire qu'en réalité, les gens ne peuvent plus respirer. New Delhi, je ne sais pas si vous y avez été. Moi, j'y ai été une fois. Je n'ai pas forcément aimé cette ville de façon parce qu'il y a une trop grande densité. C'est 30 ou 35 millions d'habitants. Il y a évidemment des routes dans tous les sens. Il y a évidemment des usines dans tous les sens. Donc, cette pollution s'est répandue de façon phénoménale depuis hier soir sur l'Inde. Et on voit bien à quel point, finalement, le gouvernement indien, plus grande démocratie du monde, c'est ce qu'on oublie de dire, on pense toujours que les États-Unis, mais en termes de masse, c'est 1 milliard dernier, à quel point il n'y a rien qui est fait pour lutter. La seule règle a été essayer de mettre des masques, n'envoyez pas les enfants à l'école et surtout couper votre moteur au feu rouge. Bon, t'imagines, pour faire redescendre le niveau de pollution. Mais ça nous interroge vraiment tous profondément. Je pense que vraiment, on est plutôt bien nantis. L'OMS dit 12 000 morts par an à New Delhi à cause de la pollution atmosphérique liée. C'est assez délirant. Donc, je voulais votre avis là-dessus parce que je pense que l'effondrement climatique n'est pas très loin. Françoise parle de ça. Moi, je n'y connais rien. Je n'imaginais pas que c'était à ce point-là, quoi. Et les images sont. Apparemment, on laisse faire là-bas. Il n'y a pas que ça, Françoise. Il y a toutes les ordures, Alors ça, c'est tout à fait autre chose parce que ça pollue les fleuves, etc. Vous avez 100% raison. Mais nous sommes quasiment à l'effondrement climatique. Quand on dit ça, on se fait taper d'apocalyptique, mais c'est la réalité. Loïc, ça renvoie aussi. Alors, pardon de prendre peut-être un peu le contre-pied, mais ça nous renvoie aussi sur le caractère parfois un peu excessif de nos mesures en France ou en Europe, où c'est très bien, on est bon élève et je m'en réjouis, c'est pas la difficulté, mais à vouloir faire toujours plus vert que vert, il y a un moment où il faut tout à fait être réaliste. L'Europe est rien en termes de pollution par rapport à des pays comme la Chine, qui continue quand même à polluer. On devrait les aider eux plutôt que... En tout cas, se soucier de savoir comment on peut faire en sorte pour que ce soit diminué là-bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les plus pauvres de la planète pâtissent des plus riches, de la pollution des plus riches. C'est le cas de l'Afrique, par exemple. Merci Françoise pour ce sujet. Merci beaucoup Loïc Guérin. Merci beaucoup Philippe Bilger. Dans un instant, on se retourne sur cette décision de Joe Biden d'autoriser les missiles longue portée contre la Russie, une réponse au bombardement mené par Moscou. Alors parlons vrai, est-ce que cette décision de Biden est réfléchie? Craignez-vous des conséquences lourdes au cas où des missiles US frapperaient la Russie en profondeur? Et à cette question, frappe russe, missiles américains, sommes-nous dans une escalade incontrôlable? Vous dites oui à 73%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Jean-Baptiste Noé est avec nous, rédacteur en chef de la revue Conflit. Bonsoir. Petite question courte, réponse courte. Peut-on laisser une telle décision dans les mains d'un président fragile? Non, ça c'est le gros problème effectivement de cette décision. On en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus. La meilleure. Non mais attendez, là Philippe Bilger va pas être d'accord. Le phare de la pensée universelle. J'accepte à la limite d'être à égalité. Non mais il y a la meilleure et le meilleur. Voilà. Vous avez remarqué qu'on n'était pas du même genre. Voilà. Ah bon? Oui. Clairement. Bon, ça me paraît pas flagrant. Non, je suis pas du tout sûr, mais qu'est-ce qui prouve que Philippe Bilger n'est pas une femme? Moi, j'ai une grande part de moi, malgré les apparences, et une sensibilité féminine. C'est pour ça que je comprends très bien Cécile. C'est
ça. Et que je suis mal à l'aise avec les virilités un peu classiques. Oui, de votre dodu préféré, bien sûr. Alors que moi, j'ai beaucoup d'hommes en moi. Et ils sont super... Ah oui, non mais... Non mais Philippe... Oh non. Bon, ok, ça va, c'est bon. Allez, excusez-moi, allez chercher le défibrillateur, s'il vous plaît. Vous avez qu'elle s'en est rendue compte tardivement. Un esprit pénétrant, franchement. Et ça s'est bien passé. Non, bah, comment ça s'est passé? L'un dans l'autre, je ne sais pas comment va se conclure cette émission. Je ne sais pas comment je vais ressortir de cette phrase. Oh là là, mon Dieu. On a vu le milieu du guet. Hein. Bon, Loïc Guérin est avec nous, Françoise de Gois. Vous savez quoi, je vais vous laisser finir l'émission sans moi. Allez tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La mesure était réclamée de longue date par Volodymyr Zelensky. Les États-Unis viennent d'autoriser l'Ukraine à utiliser ses missiles longue portée pour frapper la Russie en profondeur. Et le Kremlin réagit également ce matin, estime que la décision de Joe Biden est de nature à jeter de l'huile sur le feu dans ce conflit. Moi, je n'appelle pas ça de l'huile sur le feu. Je dis simplement, c'est plutôt Joe Biden qui cherche à empêcher que la politique qu'il a menée auprès de l'Ukraine soit mise en échec par l'arrivée de Trump dans 2 mois. Certains craignent que cela représente une escalade majeure dans le conflit. Du point de vue militaire, il est certain qu'aujourd'hui les Ukrainiens sont à la peine. Ils ont besoin d'avoir d'abord un renfort moral. Il y a une volonté de la Maison-Blanche d'aider au maximum les Ukrainiens avant que la prochaine administration s'installe à la Maison-Blanche. Et donc le Kremlin accuse Joe Biden de jeter de l'huile sur le feu. Le président des États-Unis autorise donc l'Ukraine à utiliser des missiles américains de longue portée contre la Russie. La réponse de Washington au bombardement dévastateur de ce week-end en Ukraine et l'arrivée de soldats nord-coréens en soutien aux troupes russes. Alors parlons vrai, est-ce que l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche va changer le cours du conflit en Ukraine? Croyez-vous que Zelensky, avec l'aval de Biden, va frapper des villes russes dans la profondeur? Et à cette question, frappe russe, missiles américains, sommes-nous dans une escalade incontrôlable? Vous dites oui désormais à 74%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et avec nous pour en parler, Jean-Baptiste Noé est avec nous, rédacteur en chef de la revue Conflit. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Baptiste Noé. Philippe Bilger, cette décision grave quand même. Absolument, mais à partir du moment où on voulait absolument la défaite de Poutine, comme l'a dit Loïc Guérin tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi on a tant tardé à permettre l'utilisation de ces missiles à longue portée, parce qu'il fallait être cohérent. Et seconde observation, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être de la part de Joe Biden une posture psychologique qui consistait à devancer peut-être la monstruétude de Trump contre l'Ukraine et en faveur de Vladimir Poutine. Je pourrais dire ironiquement, comme beaucoup de journalistes qu'on vient d'entendre sont d'accord avec moi, je vais finir par m'inquiéter, mais en réalité, je crois que le caractère psychologique de la décision de Trump ne doit pas être sous-estimé. Françoise de Gois. Oui, alors je suis d'accord avec le caractère psychologique, mais en réalité, je pense que c'est pas de la psychopolitique, c'est tout simplement de la politique. On sent bien que Joe Biden veut aller au bout de sa logique et de sa cohérence. Les États-Unis n'ont jamais lâché l'Ukraine, en réalité, même s'il y a eu des atermoiements, notamment sur les missiles, bien sûr. Mais la réalité, c'est que quand vous voyez l'effort de guerre des États-Unis depuis 2 ans et demi sur l'Ukraine, pour l'Ukraine, vous pensez que, on en parlait souvent avec Philippe David, parce qu'on est passionné d'armement, est-ce que vous pensez vraiment que l'Europe peut se substituer une seule seconde à la puissance qu'ont fourni les États-Unis aux Ukrainiens? Donc peut-être que c'est psychologique, mais je pense que c'est bien au-delà de nananananer, Donald il est méchant, il me remplace. Non, je pense que c'est une décision politique puissante de Biden jusqu'au bout d'aider l'Ukraine, parce qu'on peut imaginer avec Donald Trump une forme de retrait, en tout cas dans l'aide, évidemment. Loïc Guérin. Alors je rejoins la conclusion, même s'il y a peut-être un aspect aussi politique derrière. Il y a peut-être les deux d'ailleurs, l'un n'empêchant pas l'autre. Je regrette toutefois qu'il ait pris 2 mois à le faire. C'est-à-dire qu'en pleine campagne, et j'ai une interrogation avec un début de réponse, mais qui n'est que le mien bien évidemment, sur les doutes ou la peur qu'a eu le camp démocrate aux États-Unis de nourrir la critique de Trump sur l'aide apportée à l'Ukraine, et de peur d'animer un peu trop le débat sur ce terrain-là, à artificiellement, parce que militairement ça n'a
aucun sens, volontairement limiter les possibilités d'usage des armes qui étaient livrées, y compris les nôtres d'ailleurs, parce que les missiles Scalp français ont été limités parce que les Américains... à 500 km théoriquement. Voilà, 300 à l'export. Voilà. Non mais 300 à l'export, 500 Non, mais... et cette limite-là qui était artificielle aurait dû... diplomatique quasiment. Il n'y a plus de diplomatie. On est en guerre, on a un pays qui est matraqué chaque jour, des Ukrainiens qui souffrent tous les jours, des civils qui meurent par milliers ou par centaines, des cibles civiles qui constituent chaque frappe russe est un crime de guerre en droit international. On vise des centrales électriques, on vise des hôpitaux, on a le système dit de la double frappe, où on frappe un lieu, parfois d'ailleurs des hôpitaux ou des hôtels qui hébergent des journalistes étrangers, exprès, pour frapper l'opinion. Et on refrappe 20 minutes après, le temps que les services soient venus pour tuer les secours et tuer les ambulanciers qui sont arrivés. Ça, ce sont des crimes de guerre, c'est quotidien. Alors soit on se bouge, soit on est complice. Jean-Baptiste, je voulais juste, vous savez très bien que le seul problème est que nous avons une puissance nucléaire, c'est tout. Voilà. Donc, et c'est pas des atermoiements. Jean-Baptiste Noé est avec nous, rédacteur en chef de la revue Conflit. Jean-Baptiste Noé. Conflit, pas Conflit. Conflit, pardon. Cette décision de Joe Biden, c'est une décision de politique intérieure ou une décision de politique étrangère? Les deux, mais effectivement, il faut bien préciser le tempo. C'est-à-dire que le président est élu le 5 novembre, Donald Trump, et il sera président effectif le 20 janvier. Donc il y a 2 mois et demi où il n'est pas président. Joe Biden qui est toujours président, et donc il prend des décisions effectivement de politique étrangère, mais évidemment en regardant aussi ce qui se passe à l'intérieur. Et cette décision, c'est vraiment un effet cliqué, c'est-à-dire que Donald Trump aura beaucoup de mal à revenir dessus. Il peut revenir dessus, mais ça sera un acte politique important, un marqueur politique important. Donc il est évident que cette décision est à la fois un positionnement pour l'Ukraine et aussi pour les États-Unis. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'elle se fait 2-3 jours après que Zelensky ait dit qu'il espérait la fin de la guerre en 2025 par la voie diplomatique. Donc on avait une sorte d'engagement diplomatique il y a 3-4 jours, et là on repart vers une décision militaire, d'engagement militaire complet. Oui, enfin, mais non. À votre avis, Jean-Baptiste Noé, cette décision qu'a prise le président Biden, est-ce qu'elle n'est tout de même pas, comment dirais-je, un petit peu discutable? Est-ce qu'on a le droit, aux États-Unis, dans une période d'intérim, de prendre une décision si lourde de conséquences? Est-ce que ça n'est pas, entre guillemets, un sale coup qu'il fait tout de même? Alors, d'un point de vue juridique, il peut tout à fait prendre cette décision. Ça, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est du ressort du président. Il est toujours président. Après, on peut effectivement toujours considérer qu'à 2 mois de la fin de son mandat, c'est une lourde charge qu'il laisse sur l'administration qui va lui succéder. Mais Joe Biden est un fin politique. Il fait de la politique. On peut quand même se demander, vu son état de santé mentale, dans quelle mesure c'est réellement lui qui a pris la décision. Si ce n'est pas surtout l'administration Biden, le secrétariat de la Défense qui a vraiment pris la décision et qui l'a imposé à un Joe Biden déclinant. Peut-être, bien sûr, Joe Biden déclinant, mais quand Joe Biden avait toute sa raison, c'est-à-dire au début du commencement de la guerre et de l'agression indigne, intolérable de la Russie sur l'Ukraine, Joe Biden avait encore toutes ses capacités cognitives et il n'a jamais changé de discours. Donc ça, il faut quand même le dire. Par ailleurs, moi, je veux bien que... Mais il n'était jamais rentré si fort. Mais si, il a toujours... Il a traité de Poutine de dictateur. Enfin, on a l'impression qu'on oublie. Non, mais il a livré. Mais surtout, il a livré. Oui. Il a délivré des milliards de dollars d'armes. Il a joint les actes à la parole. Il a vraiment s'est engagé. Je pense que c'est un peu compliqué ce que vous dites sur. On était sur une solution diplomatique et maintenant sur une solution militaire. Pas du tout. Enfin, je veux dire, quand Zelensky dit j'espère une paix, il parle pas d'une paix russe. Il parle pas de la paix d'une certaine manière que Donald Trump veut négocier avec Vladimir Poutine justement pour avoir la paix, c'est-à-dire une paix russe. Zelensky n'est pas du tout dans cette capitulation-là. Donc, civis pacem parabellum, je pense que tout est assez logique quand même. Jean-Baptiste Noé. Oui, alors après, ce qu'il faudra voir, c'est s'il y a usage effectif. C'est-à-dire que là, Joe Biden autorise en quelque sorte l'usage des missiles. La vraie rupture, elle sera si les missiles sont réellement utilisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est aussi dans une stratégie d'influence, de pression, on va dire par les mots. C'est-à-dire que
on monte d'un cran, mais ça reste uniquement verbal. On donne alerte, la possibilité de... le vrai palier sera franchi si un jour l'armée ukrainienne fait usage de ces missiles. Vous avez 100% raison, bien sûr. Bien sûr, c'est ça. Et là, on aura franchi un vrai palier. Oui, c'est un casus belli, là, on est bien d'accord, franchement. Emmanuel Macron a dit ce week-end, le président russe Vladimir Poutine ne veut pas de la paix avec Kiev, il n'est pas prêt à négocier. Est-ce que de toute façon, on n'en sortira jamais de cette guerre ? C'est tout le problème, c'est qu'effectivement, les Russes sont en position de force, ils tiennent le territoire, ils avancent un petit peu tous les jours, l'armée ukrainienne de plus en plus affaiblie, et donc vous ne négociez pas quand vous êtes en position de force. Et de toute façon, qu'est-ce que vous voulez négocier ? C'est-à-dire que les Russes ne vont pas quitter la Crimée et le Donbass. Sauf si vous avez du lourd derrière. Voilà, c'est pour ça qu'il y a l'appui. Et donc là, effectivement, on peut dire, on va s'arrêter, on va arrêter les Russes là où vous êtes, parce que sinon, on peut faire une riposte plus massive. Mais il est évident qu'aujourd'hui, les Russes n'ont pas intérêt à arrêter le conflit. Petit élément à garder aussi à l'esprit, les Ukrainiens ont eu, et je serai peut-être minoritaire ici, mais peu importe, un coup de génie en passant la frontière et en allant occuper une partie de la région de Koursk, qui tiennent toujours d'ailleurs. Ce coup de génie qui au début était passé largement critiqué par nos experts de plateau, je suis désolé d'être méchant, et je vous vise pas vous, mais un certain nombre d'anciens généraux, qui parfois sont assez proches d'ailleurs des Russes, viennent nous expliquer qu'ils n'auraient pas fait ça, ils savent mieux que les Ukrainiens. Moi je constate en attendant que leur coup est génial, parce qu'avec l'arrivée de Trump, ils tiennent une partie du territoire russe, et ça contraint Poutine, pour le coup, à lâcher du territoire conquis pour échanger avec le territoire russe conquis. Avec Loïc, et l'usage des armes en profondeur sur le territoire russe s'inscrit dans cette logique-là aussi. 50 000 hommes sont apparemment rassemblés par les Russes en ce moment pour lancer l'assaut de la zone qui est encore tenue par les Ukrainiens en Russie. Ces armes-là vont avoir une importance cruciale dans les jours, semaines qui viennent pour stopper l'offensive russe et avoir pour l'Ukraine et pour Zelensky cette énorme contrepartie, monnaie d'échange, pour récupérer une partie du Donbass, au moins. Cette attaque est aussi importante d'un point de vue symbolique, on va dire un point de vue de l'estime de soi pour les Ukrainiens. Parce que quand bien même ils perdraient définitivement la Crimée et le Donbass, ils peuvent quand même se revendiquer d'avoir mené une opération directement sur le sol russe. C'est super. C'est très important pour l'histoire et pour la mémoire de la guerre. Oui, et surtout que Koursk, c'est quand même un lieu emblématique pour les Russes de la Deuxième Guerre mondiale. J'aime beaucoup Jean-Baptiste Noé. Et vraiment, je voulais vous féliciter, Jean-Baptiste, parce que j'entends toujours vos interventions. Vous êtes le premier à mettre un point sur l'essentiel, l'estime de soi et la mémoire de la guerre. Et je trouve que c'est pas simplement de la diplomatie. Et je peux échanger un bout du Donbass contre ce que j'ai pris en Russie. C'est vraiment l'histoire, la psyché collective d'un peuple. Bravo. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit. Merci beaucoup, Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci beaucoup Loïc Guérin. Dans un instant, Philippe David avec vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On va sceller 3 ans de partenariat avec Sud Radio, c'est important de le dire. Vous allez l'annoncer ce soir, ce partenariat qui perdure surtout et qui nous a permis d'ouvrir une fenêtre sur l'engagement de personnalités, de gens sur le terrain qui est toujours formidable. Et de beaucoup d'associations. On est déjà allé 2 fois à Marseille pour le G500 citoyens. Là, c'est pas vraiment le même plan. On va aller, ce sera du côté de Lille. Donc là, c'est vraiment l'autre bout de la France. Eh ben, très bien. Mais on va en parler dans quelques instants. Et sinon, on vous retrouve demain à 17h avec Philippe David. Merci Maxime, merci Justine, merci Majid, merci Félix et merci Aude. On se retrouve demain à 17h. Dans un instant, Philippe David. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.